Eh bien, bonjour à toutes et à tous, que vous soyez présents dans cet amphithéâtre de l'ENSIB ou que vous suiviez cette journée à distance. Je suis ravie d'ouvrir avec Yves Moret, qui est adjoint à la chef du département diffusion des connaissances et documentation d'ICODOC au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce 3e printemps des métiers de l'ENSIB. Alors cette manifestation est désormais bien installée dans le paysage des événements réguliers proposés par l'école. Chaque année, elle permet d'explorer avec les professionnels, les futurs professionnels des bibliothèques, une question qui fait bouger les métiers ou qui est susceptible de les faire bouger. Et puis, évoluer les compétences en bibliothèque. Et les réflexions qui sont produites au cours de cet événement alimentent notre cœur d'activité à l'ENSIB, qui est la formation et la production de ressources professionnelles. Alors, ce printemps des métiers 2024 est toujours piloté par la mission prospective métiers et compétences de l'ENSIB, par Mathilde Larieux, avec l'appui de la responsable des projets et partenariats Reine Burki. Ce printemps constitue la manifestation phare de notre programme transversal consacré à la prospective métiers et compétences. Et cette année, la mission a proposé de travailler sur une thématique qui est justement travailler autrement, accompagner l'évolution des organisations et les compétences collectives. Ce thème nous a semblé d'une grande actualité. En effet, on observe une véritable mutation du rapport au travail, peut-être accélérée d'ailleurs par la crise sanitaire récente, une mutation du rapport au travail qui est à la fois personnel et collectif. Alors, la dynamique est celle d'une individualisation du rapport au travail. En tout cas, c'est celle que un certain nombre de responsables, de directeurs peuvent constater. Et c'est une individualisation que l'on observe d'ailleurs en ce moment même dans le projet de réforme que porte le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, pour la fonction publique. Elle s'inscrit dans un double mouvement. Tout d'abord, un développement des aspirations sociétales, notamment au sein des jeunes générations qui rejoignent nos équipes, et une transformation des organisations publiques, une transformation accélérée, y compris par les technologies qui se développent. Pourtant, en tant que directeur, directrice, chef de service, chargé de projet, de mission, ce sont bien des collectifs de travail que nous devons piloter. Alors, cette journée se propose d'explorer comment, en bibliothèque, cette mutation du rapport au travail se traduit au sein des collectifs, du point de vue du recrutement, de la transmission des compétences, de l'organisation du travail, et la façon dont les organisations, les environnements de travail accompagnent ces évolutions. Qu'il s'agisse d'organisations apprenantes, de l'accompagnement au changement, de la transversalisation des organisations, etc. Alors, à partir de cette question, Maëlys Bigi, sociologue, qui est maîtresse de conférences au CNAM, chercheuse au laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, LISE, et affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail, le C2ET, j'espère que je prononce bien, va prononcer une conférence introductive sur l'évolution des conditions de travail et les transformations organisationnelles depuis les années 80. Puis viendront 2 conférences métiers, celle de notre collègue Anne Bourreau, autour de la tension entre la valorisation du collectif et la tendance à l'individualisation. Elle s'interrogera sur les actions, les outils mobilisables par les managers. Et puis, il y aura une autre conférence métier, celle de Magali Legal et Thomas Antignac, qui permettra d'étudier comment le manager peut accompagner l'évolution des lieux de travail par la créativité et l'innovation. Pendant la pause déjeuner, qui sera libre, vous pourrez assister tout aussi librement à une présentation et à une expérimentation du chêne à palabres, qui se définit comme un outil de facilitation pour accompagner les changements en entreprise, grâce à Nathalie Nathan, qui est designeuse et architecte, conceptrice du chêne à palabres et fondatrice de l'entreprise Work Friendly. Nous reprendrons cette journée d'études avec des ateliers de cas pratiques. Et je suis vraiment ravie que cette modalité inédite soit inscrite à notre programme cette année, parce qu'elle vous sera proposée par les conservateurs et conservatrices promus de la promotion DCB 33, Tove Jansson. À partir de leur expérience professionnelle, qui est conséquente, ils exploreront les enjeux stratégiques du point de vue du management d'équipe, avec 3 ateliers de facilitation pour tenter de répondre à 3 enjeux.
comment manager différentes générations, comment attirer, intégrer et valoriser de nouvelles compétences métiers, comment favoriser la transmission des compétences et faire progresser le collectif. Puis suivra une table ronde associant 4 collègues dont la pratique d'encadrante n'est plus à démontrer. Raphaël Gilbert, Isabelle Eleuche, Aurélie Bertrand et Corinne Maubernard croiseront leurs pratiques sur le thème « Comment les dispositifs de travail influent-ils sur les compétences collectives ?» Alors, cette table ronde propose vraiment d'appréhender la notion de compétence non plus de manière individuelle mais de manière collective au sein d'une équipe. Considérer ainsi la compétence ne relève plus seulement des parcours, des missions, des formations individuelles, mais du dispositif de travail dans lequel s'inscrit l'équipe. Cette approche permet d'aborder la transformation du travail en mettant l'accent sur la conception et l'agencement même des dispositifs de travail. Donc, il y aura plusieurs questions abordées. Quel type de dispositif de travail, quels agencements collectifs favorisent le développement de quel type de compétences et comment le rapport au temps, à l'espace physique, numérique du territoire constitue-t-il des éléments essentiels à prendre en compte, à la fois pour développer les compétences et pour que l'organisation du travail reste inclusive. Alors, à partir d'exemples concrets, des réorganisations collectives du travail, la mise en place du télétravail et les organisations apprenantes, l'intelligence collective, la table ronde va explorer la manière de concevoir des dispositifs de travail propice au développement des compétences et plus inclusif. Comme chaque année, cette session sera suivie par un grand témoin qui en donnera une conclusion. On sera vers 16h15, 16h30. Thierry Rousseau, sociologue, chargé de mission au département études, capitalisation, prospective de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, et rédacteur en chef de la revue des conditions de travail, a accepté de tenir ce rôle et je l'en remercie vivement, comme l'ensemble des intervenantes et des intervenants à cette journée. Alors, pour ma propre conclusion, qui est bien sûr très temporaire, je vais citer l'association Fonction publique 21. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. Il se trouve que le réseau des écoles de service public, dont je suis vice-présidente cette année, vient de signer ces jours-ci, lors de nos journées annuelles à Melun, à l'école de gendarmerie nationale, un partenariat. Alors, c'est une association qui est ouverte aux fonctionnaires issus des 3 fonctions publiques âgés de moins de 35 ans. Ce qui fait que Yves et moi, c'est manqué. On peut juste être membre d'honneur parce que le temps que nous avons chacun passé dans la fonction publique dépasse déjà les 35 ans. Mais ce n'est pas grave, nous sommes très jeunes d'esprit, donc nous sommes ouverts à cette association qui est tout à fait intéressante et qui produit des guides prioritairement à destination des jeunes fonctionnaires, mais qui sont très utiles aussi aux fonctionnaires moins jeunes dans la carrière. Et l'un s'intitule, de manière un peu impertinente, « Apporter les croissants n'est pas un acte managérial. 13 propositions pour un management du XXIe siècle ». Et je voudrais vous citer ce qu'il propose, parce que je trouve ça très, très intéressant. Nous pensons que 3 virages sont à prendre pour changer nos pratiques managériales. Miser sur le capital humain pris au sens individuel. Le collaborateur n'est pas qu'une ressource, il est aussi et surtout un sujet en croissance et c'est à son manager de l'aider à croître sur le terrain professionnel. Deuxième enjeu, miser sur le collectif pour que l'atteinte des objectifs de performance reprenne une ampleur noble avec un impact positif sur les agents qui soit indétachable d'une reconnaissance concrète de leur implication. Et troisième point, investir sur le manager. Si son rôle est celui de donner le tempo, il n'en reste pas moins un collaborateur à part entière qui doit continuer de se former et de, lui aussi, grandir professionnellement et personnellement. Et cette proposition ambitieuse m'a semblé tout à fait correspondre au programme de cette journée. Alors, sans plus attendre, je remercie l'ensemble des équipes de l'ENSIB impliquées dans ce programme, Mathilde Larieux, Reine Burki, le service logistique immobilier, la communication, ainsi que nos conservatrices et conservateurs promus, encore une fois. Cette session préparée avec eux remplace l'ancienne journée des promus. Avant, il y avait journée des promus, printemps des métiers, et nos thématiques d'intérêt étaient souvent communes, donc on a décidé de faire œuvre commune. Après les avoir remerciés, eh bien, je cède la parole à Yves Moret. Merci Nathalie. Madame la directrice, mesdames, messieurs, je remercie Nathalie Marceroux de l'invitation qu'elle forme chaque année depuis pour la 3e fois aux représentants de l'administration centrale de participer à l'accueil en tout cas de la journée et
l'administration centrale s'efforce vaille que vaille d'envoyer un représentant le meilleur possible. Cette année, vous n'avez pas trop de chance. C'est votre serviteur, qui n'est qu'adjoint chef de département, mais qui est ancien élève de cette école, et à une époque où les élèves regardaient là-bas. Et comme ça, maintenant, quand on intervient au pupitre, on regarde toujours là-bas. C'est le même horizon indépassable. Je vous transmets à cette occasion les excuses de Véronique Lestan-Préchac, qui vient de prendre la sous-direction depuis le 1er avril, ainsi qu'Odile Contat, qui est chef de département, l'une et l'autre étant retenues par des engagements fixés de longue date. Dans une perspective vertueuse de TEDS, qui avait été à l'honneur l'année dernière, je crois, et je vais mettre à profit ce déplacement à Villeurbanne pour rencontrer les futurs conservateurs qui seront bientôt affectés, qui prennent leur poste donc le 1er juillet. Ce qui m'empêchera malheureusement, et je le regrette, de suivre vos travaux, mais je sais qu'une représentante du département pour le ministère y assistera, et toute la journée, j'y veillerai. Au-delà des interventions plus académiques, et que je respecte complètement et tout à fait, sans lesquelles il serait impensable aux pauvres praticiens que nous sommes d'essayer de mettre en perspective notre expérience, en tout cas, au-delà de ces interventions, qui sont habituelles dans ce type de manifestation, je me réjouis particulièrement, en même temps que la directrice de l'école, comme elle l'indiquait dans son propos d'ouverture, que des ateliers de cas pratiques soient proposés par les conservateurs et conservatrices promus de la promotion des CB33. Cela témoigne pour moi du succès de la fonction publique qui garantit, de par la diversité des voies de recrutement de son encadrement, un brassage d'expérience et de compétences à même d'enrichir la pratique de chacun. Je ne suis pas là pour faire un satisfecit sur la fonction publique française, mais elle a des vertus qu'il nous faut de temps en temps saluer. C'est aussi l'occasion de disposer de la vision de collègues chevronnés qui achèvent une pause opérationnelle dans leur carrière sur l'évolution passée, mais surtout à venir, des pratiques et des usages pour permettre à chacun d'envisager et de construire les siens, en tenant compte de tensions contradictoires, locales ou plus largement structurelles. Comment assurer, par exemple, un renouvellement de compétences qui devrait venir pour partie du renouvellement des personnels, alors que l'allongement de la durée du travail se traduit souvent par un allongement de la période d'activité qui est souvent un frein aux mobilités. Les recruteurs restent méfiants vis-à-vis de candidats avancés en carrière, sans doute les effets du GVT, mais bon, ne nous arrêtons pas à ces basses considérations économiques. Et dans le même temps, l'âge venant, j'en sais quelque chose, le fonctionnaire se sent moins disposé à tenter une nouvelle aventure. Comment s'adapter donc dans un cadre réglementaire qu'il convient à chacun de respecter, qui semble par définition rigide, mais qui est également très protecteur des agents et des statuts? Je vous renvoie aux réactions suscitées par les réflexions récentes du ministre chargé de la fonction publique, évoquant certaines pistes de modernisation. La formation tout au long de la vie, dispensée par l'école ou par d'autres organismes, doit y contribuer pour Excusez-moi, non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas l'habitude de ces méthodes modernes. Il est temps que je parte, mais c'est pour bientôt. Voilà, j'ai perdu mon papier, mon fil. Modernisation de la fonction publique. La formation tout au long de la vie, disais-je, dispensée par l'école ou par d'autres organismes, doit y contribuer pour préparer tout au long de leur carrière les agents à évoluer, à apprendre un nouveau métier. Chacun connaît ici la variété des métiers qui nous sont offerts dans notre champ d'activité, à s'adapter aux nouvelles conditions dans lesquelles l'exercer, à anticiper et à se projeter dans une perspective dynamique plutôt qu'à subir. Qu'il me soit à cette occasion permis de saluer le rôle joué par l'ancienne présidente du réseau des écoles de service public pour inscrire l'école qu'elle dirige et les futurs cadres supérieurs qu'elle forme dans les perspectives renouvelées d'échange, de partage et de mobilité désormais voulues par le gouvernement pour l'encadrement supérieur de l'État. Il faut donc souvent faire preuve d'inventivité, d'échange, de remise en cause, et je ne doute pas que les retours d'expérience de cet après-midi viendront nourrir les réflexions de chacun, notamment afin de lui permettre d'accepter de prendre le risque de commander.
En feuilletant « Apporter les croissants n'est pas un outil managérial », que je remercie Nathalie de m'avoir fait découvrir, comme quoi l'ENSIB joue pleinement son rôle de formation tout au long de la vie, même auprès des plus vieux conservateurs généraux, je lisais ce témoignage d'un jeune fonctionnaire. J'avais proposé des actions pour poursuivre un chantier. Mon chef m'a alors proposé de reprendre le pilotage. Je ne m'y attendais pas et ne pensais pas en être capable. Ce fut une réussite reconnue de tous. Cela m'a permis de réaliser que j'avais les compétences et la capacité d'aller plus loin que je ne pensais. Qu'en déduire, très rapidement, que le chef a fait confiance et que le subordonné a pris confiance. Je ne peux m'empêcher de citer un responsable public français de la fin du XXe siècle, un chef, c'est fait pour cheffer, qui résume d'une manière lapidaire et abrupte ce qu'on est en droit d'attendre d'un supérieur. La voie hiérarchique ne devant jamais se percevoir comme l'expression d'un caporalisme de mauvais aloi, mais au contraire comme la prise de décision dans le cadre d'une responsabilité assumée. Pour les curieux, il s'agit de Jacques Chirac dans un entretien au Figaro Magazine le 20 juin 1992. Je vous ferai grâce de l'ISSN. Pour comprendre la perception du commandement par l'intéressé, on lui prête dans un manuscrit autobiographique non publié, qui est cité par François-Olivier Gisbert dans la Revue des Deux Mondes de novembre 2019, « Si on a pris le soin de bien s'entourer, et voilà ça, le collaborateur responsable prend 99 fois sur 100 la décision que vous auriez souhaitée, voire de temps à autre une décision meilleure. » Ce manuscrit non publié avait un titre provisoire qui était « Les 1000 sources ». En cette période pré-olympique, il serait facile de filer la métaphore sportive, et je n'y résiste pas. Ce n'est pas parce que vous disposez de moyens plus faibles qu'il faut manquer d'ambition. En 2021, avec un budget 7 fois moindre, Lille a été champion de France devant le PSG. Imaginez aussi que le manager public est à la fois le recruteur, le sélectionneur, l'entraîneur et le capitaine de l'équipe, qu'il est amené à préparer son propre transfert et parfois accompagner celui des membres de son équipe en veillant à assurer le passage du relais dans les meilleures conditions pour la collectivité, la structure et les agents. L'enjeu n'est pas mince. Bon courage. C'est en quelques mots, avec une métaphore sportive, ce qu'expliquaient les candidats, enfin les associations, les membres de l'association SP21. Merci à vous.